Bueno, vamos a arrancar con esta última sesión. Bueno, sentimos que estamos todos en esta desorganización pandémica, ¿no? En la cual yo creo que estamos con esas ganas también de dialogar y de compartir y no va fluyendo, digamos, todos los elementos que nos hubiese gustado. Yo quería cerrar esta jornada que, como bien sabéis, esa jornada titulada El arte no puede ser un monólogo, con esta conferencia en la que he querido que hubiese un solo conferenciante, que es Camille de Toledo, que es un escritor, pero que también es un artista visual que refleja un poco lo que hemos visto anteriormente, es decir, esa multiplicidad al nivel de disciplinas a la hora de construir un pensamiento y un discurso. Ha sido uno de los últimos seleccionados al Prix Goncourt con su última novela, y para mí su pensamiento es de una actualidad y sobre todo de una luminosidad a la hora de comprender la complejidad de nuestro tiempo, y para mí era fundamental escuchar su voz para poder cerrar esta jornada en torno a ese papel que el artista, que el creador debe o juega en nuestras sociedades en la hora actual, porque para mí Camille es uno de esas luces, de esas luciérnagas que están en nuestra actualidad y que seguro aportarán muchas pistas para todos nosotros. Al menos a mí siempre le guardo como una de ellas. Así que gracias, Camille, por estar aquí con nosotros, efectivamente con esa distancia física que nos supone la pantalla. Esperemos darte de alguna manera esa magia que ya conociste aquí en Menorca, y que los que no te conozcan puedan sentir lo que tú nos puedas aportar con tus palabras y con tu reflexión. Te dejo. Always think that he is the light to follow. Thank you very much, Camille, for being here. With this physical distance, there's a screen. Camille, tu m'entends? Oui, je t'entends, mais j'ai la traduction en anglais. Oui, moi aussi, j'ai la traduction en anglais. T'as pas allumé ton streaming de tout à l'heure? Non, j'ai le son en anglais, donc c'est un peu complexe pour parler. En tout cas, merci infiniment, Sandra, pour tes... Pero ¿por qué se oye? Non, j'ai vraiment seulement mon micro qui est allumé. T'as tout éteint. Pero ¿por qué se oye? Ça se oye en retraso mi voz, además. J'ai un grand décalage, mais Oui. Si de votre côté ça convient, si vous m'entendez, Là maintenant, faites-moi oui. juste peut-être un petit signe, comme juste me faire un petit signe pour me dire si la parole, si vous entendez ma voix, c'est bon. Je vous remercie infiniment. Je suis désolé de ne pas être à Minorque avec vous. J'aurais beaucoup aimé être là. Je voudrais reprendre en fait à partir de ce qui a été entendu, qui était très beau juste avant que je ne parle. Et ce que j'ai entendu, c'est ce thème de la fragilité des images, cette interrogation sur les liens au monde, ce qui nous lie au monde, notamment par les images. Et j'ai entendu un nom d'un auteur que j'ai moi-même lu et j'aimerais partir de là. Il a été question dans la conférence précédente d'Antonio Damasio, qui est un neuroscientifique.
Et j'aimerais repartir des écrits de ce neuroscientifique, mais pour vous dire quelque chose qui sera très peu technique, c'est repartir de ce que l'on voit même dans la structure du cerveau, qui, moi, à mes yeux, a à voir avec la blessure, ce que je vais appeler dans le temps qui vient, avec vous, la blessure. Le cerveau a cette capacité, le cerveau humain a cette capacité prodigieuse de se projeter dans des langages, de se projeter dans des codes et de produire des abstractions. Et il me semble, en écoutant les intervenants précédents, qu'on avait là un aperçu à travers ce que nous savons de la structure du cerveau, d'une blessure plus générale. Une blessure plus générale qui est notre lieu d'énonciation, notre lieu de vie aujourd'hui. Comme si la structure du cerveau entre, d'un côté, tous nos liens aux sens, aux affects, de vous figurer justement ce que l'on nomme, et ce sur quoi j'ai beaucoup travaillé ces dernières années, ce que l'on nomme anthropocène, cette crise terrestre, bioclimatique, entre des formes de vie humaine qui vivent selon certains langages, certaines abstractions, et la sensibilité, la vie sensible, les liens corporels, sensibles, affectifs, aux autres formes de vie, aux autres formes animales, végétales, etc. Comme si finalement le lieu de la blessure, cette blessure que nous avons à habiter, en fait, c'est comme si nous devions habiter cette blessure. Cette blessure, en fait, dans les structures même du cerveau de Sapiens, notre espèce, Sapiens, l'espèce humaine, que je nomme parfois aussi Sapiens narins, qui donc pose notre espèce comme une espèce produisant de la fiction, de la narration, des narrations. Eh bien, c'est comme si cette blessure dans le cerveau, dans les structures même de notre cerveau, avait atteint le monde, avait recouvert en quelque sorte la forme de notre habitation collective. Pour que ce soit encore plus concret dans votre esprit, cette blessure avec laquelle je travaille, qui était à mes yeux au cœur de la conversation précédente, on peut se figurer la figure de l'algorithme. Une vie humaine tenue par l'algorithme, c'est-à-dire une certaine capacité d'abstraction mathématique et d'un langage qui va extrêmement rapidement, et penser comment ce langage abstrait, mathématique, entre en conflit avec les formes sensibles de l'habitation, les formes incarnées, incorporées. On pourrait prendre un autre exemple entre les puissances incroyablement fortes du marché, des abstractions du marché, des flux de comptables, des flux de chiffres, et le conflit, la blessure avec la lenteur, l'inertie des corps, et encore une fois la vie sensible, le temps des affects, le temps d'un deuil, le temps d'une migration, le temps du travail humain. Encore une fois, comme si ce lieu de la blessure, ce lieu des séparations, des tiraillements, des écartèlements, en fait, ne faisait que s'étendre et s'aggraver. Pourquoi je pars de cette figure, de ce lieu de la blessure?
Parce que souvent, je me demande, en écoutant des photographes, en étant moi-même engagé sur le terrain, sur différents terrains artistiques, je me demande qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que fait l'art, à quoi ça sert, quel est son lieu d'intervention, quel est son rôle. Et je parle ici d'un art au sens large qui inclut la musique, les arts visuels, les arts d'installation, l'écriture, la littérature, la poésie. Je pourrais même y inclure des sciences du lien, c'est-à-dire des sciences qui nous rappellent à nos corps, à nos attachements, des savoirs. Ce sont des savoirs d'historiens, des savoirs de psychanalyse, des savoirs des éthologues qui ont la charge d'observer le monde animal, des savoirs des botanistes, des savoirs également de ce que l'on nomme la mésologie, c'est-à-dire un savoir des relations dans un milieu de vie, dans un écosystème. Finalement, je vais rassembler tous ces savoirs et ces disciplines de l'art en les pensant à partir de la blessure. Je freine un peu le rythme de la parole parce que j'entends que la traduction en anglais est peut-être très différée pour moi, peut-être un peu moins pour vous. Donc, je voulais partir avec vous de ça, de ce temps de la blessure, de ce temps des blessures entre en philosophie, on dirait des logiques déterritorialisantes, des logiques abstraites, des logiques accélératoires qui font violence à la vie sensible, qui font violence aux temporalités, non seulement des vies humaines, mais des vies non humaines. Et donc, voilà pour moi comment j'entends, comment je comprends, comment j'essaie de penser ce lieu de l'art. Le lieu de l'art, c'est ce lieu où l'on vient parfois rappeler la blessure et parfois rappeler la vie sensible face à ces grands élans d'abstraction qui, comme je le disais au commencement, s'élancent depuis le cœur même de notre cerveau. Comme si finalement l'art venait mobiliser la part sensible, le lien sensible du cerveau, les sens, etc. Comme si parfois même l'art venait chercher à réparer, à guérir cette blessure. Et c'est beaucoup ce que j'ai entendu dans la conférence précédente, et c'est beaucoup l'endroit, c'est aussi une manière de vous dire l'endroit où je travaille, d'où je travaille. Alors, à partir de cette blessure, j'aimerais un peu étendre le diagnostic de notre temps présent. Je cherche, moi, beaucoup, justement, avec différents outils artistiques, à cartographier, à essayer de comprendre là où nous en sommes d'une histoire très, très longue, de cette histoire humaine, et pour essayer de comprendre où on en est là, ce début de 21e siècle. Et donc, je vais avoir cette vision d'un côté ce plan de l'abstraction, de l'autre côté ce plan sensible, et finalement cet effort pour créer du lien, de la jonction entre ce plan d'abstraction, cette grande force d'abstraction qui nous fait violence et qui fait violence à la Terre, et ce plan sensible. Alors, je vais essayer de vous étendre ce diagnostic de la blessure à partir de là. Je vous ai parlé de l'Anthropocène, de la question bioclimatique. Et là, vous voyez comment cette pensée de la blessure, une manière de l'habiter, cette blessure, c'est de toujours se rappeler combien le mal ou l'usure que nous infligeons
à ce que nous appelons Terre vient en fait de cette extraordinaire capacité d'abstraction, d'accélération des flux financiers, des flux de marchandises. Et pour moi, l'artiste est celui qui va se mettre au lieu de cette blessure-là. Il va se mettre dans ce tiraillement, dans cet écartonnement. C'est donc un premier moment, un premier temps de ce diagnostic où, en fond, l'effort collectif des artistes et des différents savoirs des sciences humaines et des sciences du vivant vont travailler à nous rappeler au temps long des milieux, au temps long des écosystèmes qui se comptent parfois en centaines d'années, la vie d'un arbre, la vie d'un séquoia, 2000 ans. Voilà. Cette vie des plantes, cette vie aussi parfois animale qui nous déplace, qui déplace le regard pour essayer de nous rappeler en fait à d'autres temporalités et pour nous rappeler au corps même des choses. Un autre pan, un autre volet, un autre moment de ce diagnostic sur le temps présent, ça m'a beaucoup occupé au cours des dernières années, c'est finalement ce temps charnière de la fin du XXe siècle, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au XXe siècle qui a tant détruit. Et là, on va se trouver face à la question des traumas de l'histoire, des blessures de l'histoire, des disparitions, des destructions de vie humaine, et évidemment, on retrouve la question écologique, la question de la destruction des milieux. Et pour filer cette image de la blessure, je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé entre les langages et le monde, entre la façon que nous avons d'encoder la vie et la vie sensible, la vie affective, la vie généalogique, la vie familiale, la vie hors et non humaine. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et c'est là aussi que je fais ce diagnostic sur notre temps présent. C'est que notre temps présent, à partir de ces blessures de l'histoire, va porter une grande quantité de ce qu'on va appeler des spectralités, des fantômes, c'est-à-dire la persistance dans le présent des vies ou des formes de vie qui ont été détruites. Et ça va rejoindre toute une réflexion justement chez moi sur la photographie comme étant cet art qui porte, qui charrie, qui saisit depuis le passé ces formes de vie qui ont parfois été détruites ou qui ont été disqualifiées. Donc, vous voyez, on a cette question écologique qui fait le lien avec cette question mémorielle et cette question de mémoire qui est la spectralité. Et je vais maintenant introduire un troisième moment de ce temps présent, il me semble, qui est plus pour moi tourné vers le futur, mais qui pose les mêmes questions, ces mêmes questions à partir de la blessure. C'est l'espoir, ce que l'on va appeler l'espoir. J'ai beaucoup travaillé sur cette notion d'espoir à partir notamment justement des travaux d'un philosophe qui s'appelle Ernst Bloch, qui a travaillé sur le principe espérance, l'espoir. Qu'est-ce que c'est l'espoir face à un temps qui a ses violences, qui a ses tensions? Et là aussi, en fait, on se heurte à un problème, c'est que l'espoir, c'est aussi une narration qui décroche. C'est une narration qui se défait du présent de la vie et qui va projeter dans un temps futur. Et donc, en quelque sorte, ça peut potentiellement aggraver la blessure. C'est tout ce que nous avons connu sous le nom d'utopie par le passé. L'utopie, utopos, cette abstraction, ce lieu sans lieu,
qui va nous projeter dans un autre espace, dans un autre temps, mais qui, résultat, va menacer la fragilité de la vie. Donc on voit ici quand même combien notre cerveau de sapiens produit des récits, des narrations qui nous affranchissent, qui font violence à la fragilité de la vie, y compris sous le nom d'espoir. Et donc, l'équation artistique, enfin le travail, pour moi, est là. C'est à partir de ce diagnostic de quoi l'artiste, de quoi l'écrivain va pouvoir témoigner, quel geste il va pouvoir faire pour ne pas ajouter, disons, ne pas ajouter du mal au mal, pour être au lieu justement de la bonté, travailler sur la fragilité de la vie et essayer de comprendre ce temps des blessures. Alors, je vais vous montrer, je crois que je vais pouvoir partager l'écran. Et je vais vous montrer différents langages, différentes expériences, différentes propositions que j'ai pu faire au fil du temps. Et je vais poursuivre ce fil rouge de la blessure et de comment un peu essayer de restructurer, de proposer des narrations qui nous relient, qui nous réattachent, qui réincorporent, qui nous rapprochent des affects, de la sensibilité, du corps, etc. Donc, vous devez voir une des installations, une des pièces que j'avais présentées il y a quelques années à Leipzig, qui voilà, montre cet espace en fait recouvert de feuilles d'automne. On est allé chercher une grande quantité de feuilles d'automne. Et puis, ce feu éteint, le feu éteint, le feu, le motif du feu, c'est la question du foyer. En allemand, ce serait Heim, Heimat, la question du foyer. Ce qui va nous rester comme foyer, comment est-ce qu'on arrive à repenser cette question de l'habitation humaine, comment est-ce que l'on habite de manière moins violente, moins prédatrice. C'est vraiment pour moi un clin d'œil vers cette question aussi de l'anthropocène, mais c'est aussi une manière de faire écho aux violences contemporaines autour de la notion de nation, d'identité, de retour à ces récits-là, à ces narrations humaines grégaires et qui coupent, qui tranchent. Donc, poser ce foyer éteint, c'est poser cette question de la demeure. C'est poser cette question de la maison, de l'habitation. Je vous rappelle que oikos, le terme grec que l'on entend dans écologie, économie, économie politique, éco, c'est oikos, pose cette question de l'habitation. Comment est-ce que nous autres humains, on va habiter? Et c'est la jonction entre la blessure et l'habitation. Nous avons eu des formes d'habitation, nous autres les humains, depuis les temps néolithiques, depuis les premiers temps de sédentarité, de sédentarisation. On a eu des habitations de plus en plus violentes à l'égard des milieux, à l'égard des écosystèmes, à l'égard des autres formes de vie. Domestication, appropriation,
exploitation des fleuves, de l'eau, des cultures. Donc on voit combien l'habitation en fait humaine s'impose par la violence, notamment par des formes de violence. Donc on voit dans cette pièce que je vous montre là, que vous voyez, avec ce miroir brisé à gauche, ces branchages d'arbres qui semblent former des sortes de lettres à venir, cette question de l'alphabet, avec quel alphabet pourrons-nous continuer à écrire dans l'avenir, comment changer nos langages, comment changer la façon dont nous parlons du monde, dont nous habitons le monde par le langage. Et toujours dans cette image, ce néon, ce grand néon espoir, qui est aussi une question posée finalement au récit à venir. Comment est-ce que l'on va permettre, comment est-ce qu'on va travailler les récits de l'avenir pour habiter autrement. Il y a évidemment encore dans cette image une dimension qui m'est très chère, à laquelle je tiens beaucoup, que je vais appeler la dimension de l'archaïque. L'archaïque, pour moi, ce n'est pas péjoratif. L'archaïque, c'est ce qui dialogue avec la modernité. La modernité, elle nous a saturés de formes de divertissement et elle nous a éloignés des questions plus fondamentales, plus archaïques, comment aimer, comment se nourrir, comment vivre, comment habiter. Et il me semble que nous vivons un temps où les questions archaïques nous sont reposées. Elles reviennent de l'intérieur de la modernité. Elles reviennent puissamment de l'intérieur de la modernité pour nous questionner. Donc ça, c'est une première image que je voulais partager avec vous. Je vais évidemment, pardonnez-moi, je vais un peu vite, on a peu de temps, mais je pourrais peut-être encore vous montrer simplement de ce temps des expositions une autre image où vous voyez à gauche, toujours dans cette même installation, des sacs de couchage où les gens pouvaient dormir dans l'installation. Ces formes humaines, ces formes animales, ou comme des lettres également qui sont créées à partir des branchages. Et évidemment ce néon qui porte le mot dystopia. Comme si le moment que nous avions à vivre, ce moment des blessures, était le pris en tenaille, était pris en tenaille entre cette bascule entre utopie et dystopie. L'utopie et la dystopie, comme si finalement notre grande question c'était plutôt comment est-ce que nous allons à réhabiter la présence, le présent. Comment est-ce que nous pouvons retrouver des formes d'habitation qui ne vont pas tourner à la dystopie. Et donc cette prudence à l'égard de toute projection utopique. Comme si en fait notre charge c'était de retrouver de la présence au monde, de la présence à nos affects, à nos sensibilités, aux autres, une politique des présences, une politique des présents, de celles et ceux qui sont présents. Je vais maintenant m'arrêter sur cette première proposition que j'avais faite de cette exposition il y a quelques années pour aller vers une autre forme. Alors, je dois revenir à... Je vais arrêter le partage ici. Et je vais maintenant vous partager une autre dimension du travail, toujours avec ce fil rouge de la blessure, des blessures que nous autres sapiens humains nous infligeons au monde.
Voilà, donc vous voyez maintenant l'image d'un fleuve, un fleuve très vaste, un fleuve immense en France qui est la césure, la coupure du territoire français et qui prolonge cette grande coupure du Danube qui traverse toute l'Europe, comme si entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, il y avait ce grand partage des eaux, cette ligne de partage des eaux, l'Europe au nord du Danube, au sud du Danube, la France au nord de la Loire et la France au sud de la Loire, l'Europe au nord de la Loire et l'Europe au sud de la Loire. C'est donc le fleuve Loire. Et ce que je vous montre là, ce sont à la fois les pages d'un livre, mais également un livre qui prolonge un travail artistique, narratif, fictionnel, pour essayer de changer les conditions de cette habitation. Comment est-ce que l'on va changer les formes, les écritures de notre habitation humaine, des milieux et des écosystèmes naturels. Et je vais faire défiler quelques pages pour vous montrer d'autres images de ce travail. Voilà, je vais m'arrêter sur cette page. Vous voyez ici en fait une assemblée humaine. Je parlerai ici d'inquiétude humaine, une inquiétude humaine pour le monde, pour la Terre. Et vous voyez dans cette image Bruno Latour, le philosophe français qui a beaucoup travaillé sur ce thème de l'anthropocène, de la crise bioclimatique. Et vous voyez également une artiste, Frédérique Aït-Touati, qui est également chercheur, historienne de la littérature. Et ensemble, Bruno Latour et Frédéric ont cherché, travaillé des formes théâtrales pour essayer de faire entrer sur la scène du théâtre les arbres, les rivières, les forêts et plus globalement Gaïa ou la Terre. En Amérique latine, on pourrait parler de Pachamama. Comment est-ce que la Terre devient un personnage sur nos scènes, que ce soit des scènes théâtrales ou des scènes politiques. Et le travail que nous faisons autour de la Loire s'inspire de différentes lois, de différentes réformes juridiques en Nouvelle-Zélande, en Colombie, au Canada, aux États-Unis, en Équateur, en Australie, dans différentes îles du Pacifique. Ce sont des lois, des réformes juridiques qui vont donner des droits aux milieux, aux écosystèmes, aux espèces naturelles, qu'elles soient végétales, animales, et plus encore que des droits, ce sont des lois qui vont créer de nouvelles fictions juridiques, donc de nouvelles manières d'écrire la loi, d'écrire le droit. Et ces nouvelles écritures proposent de faire de ces écosystèmes, de ces rivières, de ces milieux, des sujets de droit, des personnes juridiques. Ce que ça permet dans un avenir, j'espère, proche, c'est que les milieux, les écosystèmes pourront participer aux discussions collectives, pourront se défendre en justice, pourront aller devant les tribunaux, comme si la Terre, et je parle moi de soulèvement légal terrestre, ou je parle parfois également de tournant légal terrestre, c'est le moment où les différents éléments du monde, les différents éléments naturels deviennent partie prenante, deviennent des sujets
juridique à part entière. Et donc, notre question dans ce travail artistique, qui est à la fois un travail artistique, juridique, politique, philosophique, un travail aussi d'école, comme une école de l'avenir, c'est d'essayer de réfléchir collectivement à ces nouvelles lois pour essayer de voir comment est-ce qu'on les adapte, comment est-ce qu'on les rend possibles dans nos sociétés européennes, dans nos environnements proches ou lointains, pour donner plus de droits et de voix et de langage, de pouvoir de langage aux éléments naturels. Vous voyez une nouvelle fois combien c'est un travail qui est à l'endroit de la blessure. À l'endroit de la blessure, c'est-à-dire que on va chercher à... Je vais arrêter ici le partage un instant. Ce que l'on va chercher à faire, c'est d'un côté, changer les écritures. Ça, ce serait le plan de l'écriture. Et de l'autre côté, on aurait le monde. Et on va changer les écritures pour essayer de nous relier à lui, de penser les conditions de notre habitation autrement, de telle manière que le monde puisse se soulever et dialoguer, négocier avec nous, qu'il puisse entrer en relation, que la rivière puisse négocier et demander du répit ou s'opposer à un projet de développement ou faire opposition à un État, pour que les éléments de la nature deviennent partie prenante des termes, de la composition de la vie collective. Donc, vous voyez vraiment qu'on est là toujours sur ce lien de blessure entre l'encodage, the encoding, et la vie. Je vais maintenant vous parler d'une autre forme. En plus, c'est une forme qui va bientôt, j'espère, paraître, enfin je suis sûr qu'elle va bientôt paraître en Espagne, en langue espagnole. Et je vous montre d'ailleurs le texte qui est lui-même ici déjà traduit par un traducteur et écrivain espagnol que j'apprécie beaucoup, qui est Roberto Juan Cantavella. C'est un livre qui s'appelle en français Thésée, sa vie nouvelle, et qui montre, vous voyez, ce lien entre le texte et la photographie, le texte et le document. Vous voyez ici l'image d'un disparu, d'un fantôme du passé. Et vous voyez ici combien, dans la structure même de la page, le texte, le code, cherche à faire face, à retrouver la matière, à sortir de l'abstraction de l'alphabet, du langage, pour essayer de retrouver la chair, le corps du monde, ici le corps du disparu, le corps de l'histoire. Là encore, c'est donc ce même geste qui consiste à partir de la blessure. Toujours partir du blessé, de l'usé de nos mondes, de ce qui a été abîmé, de ce qui est manquant, et essayer de voir comment est-ce que nos langues, nos langages peuvent s'élancer, peuvent reprendre vie à partir de ces blessures, à partir du manquant. Ici, dans ce livre, ce sont des blessures de l'histoire, ce sont des blessures du XXe siècle, un siècle donc dans ce livre où l'on traverse la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale,
ce moment de croissance économique qui semblait nous offrir la prospérité, l'abondance, et dont nous savons aujourd'hui combien cette prospérité et cette abondance signalaient, signifiaient, engageaient, causaient la crise terrestre, la crise des milieux. Et je tenais simplement brièvement à vous montrer comment dans le texte même de la littérature, il y a dans mon travail, et je crois dans le travail de beaucoup d'autres poètes, écrivains aujourd'hui, cette recherche pour essayer de réancrer, de réattacher le langage au corps, à la sensation, aux affects, à la blessure, au manquant, etc. Ce que vous voyez là, par exemple, sur cette page sur laquelle je m'arrête, c'est la trace d'un manuscrit, d'une écriture du deuil venant d'un ancêtre qui a laissé ce testament après lui, qui a écrit ce texte avant son suicide et qui va en quelque sorte laisser ce texte en héritage. Et je crois que de nouveau, nous avons à nous poser la question de l'héritage, de quoi nous voulons hériter au nom des blessures et des catastrophes du passé, non pas pour être éternellement dans la commémoration, mais plutôt cette question de l'héritage posée pour l'avenir. La question serait, quelle histoire à venir nous voulons écrire au nom de celles et ceux qui ont disparu, des formes de vie qui ont été détruites. Ça, c'est, je crois, pour moi, la question poétique, politique, sensible, affective, qui est le cœur de notre temps. Et j'aurais une dernière proposition à vous faire, et je m'arrêterai sans doute après. Je crois que vous avez beaucoup d'autres événements prévus. Je vais finir par un dernier partage. Un partage avec lequel je vais essayer de vous dire comment je vois cette articulation entre le passé des destructions dont nous héritons, le présent entre espoir et désespoir dans lequel nous sommes aujourd'hui, et la question du futur, des espoirs, des récits à relancer. Alors, quelques mots de ce que vous voyez. Vous voyez ce que j'appelle, je viens de finir cette création, ce que j'appelle la chambre d'enquête. La chambre d'enquête. L'enquête, c'est pour moi vraiment une des formes qui fait la jonction entre l'art, entre l'histoire, entre le présent, et les différentes sciences humaines depuis 30, 40 ans. Et j'ai, avec cette pièce, tenté de matérialiser, de donner une forme à ce que l'on va appeler le temps des enquêtes. Alors, on pourrait se dire, quelles sont les questions? Quelles sont les questions que nous avons à nous poser au début de ce 21e siècle? Une des questions, c'est évidemment très simple. Comment nous en sommes arrivés là? Qu'est-ce qui a fait que nous avons tant détruit? Comment celles et ceux qui ont été détruits l'ont été? C'est
résultat, ce travail d'enquête, ce geste de l'enquête comme art, d'un art de l'enquête, c'est une manière en fait de montrer le décalage entre la fiction et les corps et la matière du monde. Entre la fiction, par exemple, d'un récit tel que le progrès technique ou la croissance économique ou l'idéal de certains encodages politiques, c'est se mettre, encore une fois, l'enquête, se mettre une fois encore au lieu de la blessure, entre des récits enchanteurs, des fictions qui nous enchantent, qui nous éloignent des corps, qui vont nous enivrer un peu comme une drogue, une sorte de capsule chimique de la narration, et la réalité de la vie, des blessures, des traumas, etc., etc. Et avec cette forme, c'est un peu comme si je dialoguais avec, vous savez, les écritures pariétales des premiers temps de l'histoire humaine, quand les premiers sapiens s'écrivaient dans des grottes pour témoigner de leur présence au monde. Et il me semble que cette chambre d'enquête dit finalement ou porte témoignage de là où nous en sommes. Nous sommes désormais cette espèce inquiète, narrativement inquiète, et qui cherche à changer les formes de l'habitation pour que ça blesse moins, pour qu'il y ait moins de blessures. Et effectivement, le grand... Alors, je peux vous montrer quelques images supplémentaires. On retrouve la figure de ce disparu ici, de cet ancêtre qui est mort avant la Seconde Guerre mondiale. On voit ici, sur cette double image, des extraits de la chambre d'enquête, avec sur le volet de gauche l'impact de la bombe atomique, et sur le volet de droite également. Et cette question qui est posée sur cette chimie humaine qui finit par mettre en péril la chimie non seulement de nos corps, mais la chimie même terrestre. Comme s'il y avait de nouveau à découvrir cette solidarité très, très, très profonde entre nos corps, l'histoire de nos corps humains et l'histoire de la Terre, et la matière même de la Terre. Comme si le corps était le lieu, le corps humain était le lieu en fait d'intersection, de rencontre entre les matières du monde qui composent le monde, des matières qui sont très souvent justement animées, et nos corps. Également aussi cette figure de la bombe et ce moment de la bombe qui, dans mon histoire personnelle, a marqué très très fortement mon père et je crois l'imaginaire de toute sa génération née après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, qui va rejoindre toujours dans ce fil rouge de la blessure, une des difficultés dans laquelle nous sommes pour proposer des récits de l'avenir qui ne soient pas des récits apocalyptiques. Comme s'il fallait nous extraire par la poésie, par l'art, par la fiction, par la narration, mais aussi par la retrouvaille avec le monde, comme s'il fallait nous extraire de ces fictions, de ces imaginaires de l'Apocalypse. Vous voyez, et vous voyez ces dernières images qui sont les
des scanners, des radios de l'intérieur d'un corps, comme si finalement la matière même du corps humain désormais imprimait, enregistrait tous ces chocs, toutes ces blessures. Je vais arrêter le partage ici. Je vais peut-être m'arrêter là, vous dire peut-être simplement pour finir que toujours dans cette idée d'essayer de faire le diagnostic de notre présent, de notre présence, c'est que, et c'est un peu pour moi un des effrois, une des difficultés de l'art, c'est que peut l'art en fait, que peut le texte, que peut la littérature, que peut l'art face à des vents, à des forces très violentes, très noires qui sont à l'œuvre dans l'histoire. J'aime beaucoup le philosophe Walter Benjamin et j'aime beaucoup notamment une notion qu'il travaille notamment dans ses thèses sur l'histoire où il parle des archives de l'avenir. Comment laisser des archives pour l'avenir? Je crois que le rôle de l'art, c'est un rôle à la fois immense et très, très modeste, très petit. Il y a de très, très grandes forces aujourd'hui à l'œuvre qui sont soit des forces nationalistes, qui cherchent justement des formes de consolation territoriale, des formes régressives. Il y a des forces à l'œuvre qui sont très violentes du point de vue de l'anthropocène, qui détruisent avec des logiques d'ingénierie climatique, des développements techniques, d'aller toujours plus loin dans des modèles de croissance. Et l'art est à ce lieu des fragilités et maintient pour moi vivante cette archive de la fragilité, cette archive de la vie, d'une vie blessée, au nom de laquelle nous aimerions tant pouvoir faire des politiques, une politique des fragilités. Voilà, je vous propose de m'arrêter là. J'espère que vous m'avez entendu. C'était pour moi complexe car j'avais un retour avec une voix en différé. J'ai essayé de parler un peu lentement pour que les traducteurs puissent me suivre. Je m'excuse pour celles et ceux qui ont eu à m'entendre parler très lentement en français, mais je sais que c'est un travail extraordinaire d'interprétation, de traduction pour permettre à nos assemblées d'être un peu plus vastes et entre les langues. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre présence, pour vos lectures et je suis là pour vous si vous avez encore le temps, l'envie, la patience, le désir de quelques questions. Et sinon, je vous souhaite à toutes et à tous une très 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 belle fin d'après-midi et voilà, et un peu de douceur et de bonté. Merci infiniment, Camille. Nous aussi, on est désolés vraiment de ne pas avoir senti finalement ce corps plein de matière que tu portes et de l'avoir partagé avec nous. On a eu finalement cette blessure de l'écran qui nous a séparés et qu'on aurait souhaité, on espère pouvoir
reconduire, la lier autrement. En tout cas, pour moi, tu as posé énormément de choses, ce rapport à toutes ces différentes jonctions, à toutes ces différentes échelles qui nous mènent d'un côté et d'un autre. Et cette idée du corps qui finalement, c'est, comme tu l'as dit, cette réalité de la vie des traumas et comment dialoguer d'un pas vers un autre, de dialoguer non seulement avec nos semblables, mais avec tout ce qui nous entoure. Et je crois que tu fais vraiment ce lien qu'on a besoin aussi pour ce qui vient après, qui est une soirée très spéciale où nous, pour une édition très particulière, cette édition 2021, où tu ne peux pas nous rejoindre encore. Et donc, je vais passer à l'espagnol. Para cerrar, ¿no? Creo que realmente su conferencia hace esa unión con lo que nos espera ahora, con este poco de retraso, que es pues una velada sin duda muy particular, que es la de conducir a nuestro público, a nuestros ponentes a otra isla, que es la isla de Lazareto, ¿no? Con todo lo que connota esa isla de las pandemias, para además poder disfrutar de una performance, de una pequeña coreografía adaptada titulada El quitador de sueños, que busca justamente hablar de esas ligaduras, ¿no? De las que hablaba Camille, de ligar vida y muerte, de ligar ese encuentro que también es el eje de este proyecto. Gracias, Camille, gracias a todos vosotros por vuestra paciencia debido a esta realidad que nos toca vivir con dolor, con esa herida, ¿no? De la que nos habla Camille. Esperemos deshacer un poco más esa herida mañana, el domingo, nuestra última jornada. Os espero a las 9:30. Gracias a todos.